Un film, Les Chevaliers du Zodiaque, est sorti ce mercredi 24 mai. Les Chevaliers du Zodiaque reste à ce jour ma série d'animation favorite, avec un effet de nostalgie, à n'en pas douter. Bienvenue pour cette plongée dans le néant intellectuel et artistique. Je n'ai jamais voulu voir Dragon Ball Evolution, alors ne me demandez pas si ce film live, Les Chevaliers du Zodiaque, est du même niveau. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes et réalisateurs de cette chose, ou plutôt ce qui ne s'y est pas passé. Juste au cas où vous voudriez voir cette chose envers et contre tout, je ferai une première partie sans spoiler, avant d'entrer davantage dans le détail des multiples imbécilités du script. Mais quand même, pour nous donner un peu de baume au cœur, je vous rappelle qu'il vous reste quelques jours à peine pour participer à l'aventure Draconis, un jeu de rôle merveilleux, parfait pour l'initiation, aussi bien celle des adultes que des enfants. Un monde à explorer porté par l'univers visuel de Shane et de ses dragons aux formes sans cesse renouvelées. Un jeu qui facilite votre découverte de ce loisir, tout en misant sur une approche aventureuse mais pacifiste, avec tout un écosystème en lien direct avec les énigmes et enjeux de ce monde à parcourir entre amis. Profitez de tous les bonus déjà débloqués par l'énorme succès du financement et plongez dans cette expérience joyeuse et colorée. Merci au studio Agathe qui est sponsor de cette vidéo. Pour que les choses soient absolument claires, ce film est un gâchis déplorable. Des gens qui se croient sans doute intelligents ou pensent peut-être connaître l'œuvre originale, que ce soit le manga ou l'animé, ont transformé ce matériau riche au potentiel énorme en un ersatz pitoyablement mauvais. Je ne m'acharne jamais gratuitement contre un film et c'est la raison pour laquelle je vais commencer avec les rares éléments qui fonctionnent ne serait-ce qu'un peu. En mettant de côté certaines erreurs fondamentales du script, notamment sur la notion d'âge et d'enfance, on peut dire que l'interprète de Seiya est plutôt bien choisi. Fils de l'acteur Sonichiba, il s'appelle Makenyu, nom de scène évidemment, il est beau gosse, il tient plutôt bien la route dans les scènes de combat et fait amusant, il jouera Roronoa Zoro dans l'adaptation live de One Piece pour Netflix. Autre point positif, certains combats du film, notamment le tout premier, on a déjà vu mieux, certes, mais on a aussi déjà vu bien pire, donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, outre le contexte de la première séquence qui laisse déjà présager de la profonde incompétence du scénario, son déroulement peut vaguement faire illusion et laisser espérer un film médiocre en lieu et place de la purge qui se déploie ensuite sous nos yeux ahuris. Il va de soi que la mise en scène et le rendu visuel de combat digne de ceux de l'animé est l'une des difficultés essentielles d'une telle adaptation. Dans ce film, tout va en se dégradant et on démarre du meilleur combat, sans pouvoir, pour aller vers le pire à mesure que la puissance du protagoniste augmente. Malgré tout et pour rester le plus juste possible, les combats restent largement meilleurs que tout ce que le film peut avoir à proposer par ailleurs. C'est avant tout le scénario honteux et les dialogues consternants qui détruisent toute possibilité de rédemption pour ce long métrage. Si on pouvait imaginer les mêmes combats associés à une adaptation intelligente ayant compris l'essence des Chevaliers du Zodiaque, ils auraient pu suffire, même s'il ne fait aucun doute qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et je pense malheureusement qu'on a déjà fait le tour des points moins négatifs que le reste. On pourrait évoquer aussi un Sean Bean, certes, on sait qu'il aurait pu faire briller son rôle, c'est un bon acteur, à condition de passer outre la stupidité du whitewashing pour son rôle bien sûr, qui initialement est celui de Mitsumasa Kido et qui devient Alman Kido dans cette version. Toutefois, un acteur sans scène ni dialogue digne de ce nom n'est rien et de ce fait, Sean Bean est transparent. Ah si, c'est vrai, il reste un autre petit plaisir qui, à mieux y penser, reste sans doute le point le plus positif du film. En effet, on retrouve Mark Dacascos dans le rôle de Mylock, un bras droit et garde du corps pour Kido, qui remplace Tokumaru Tatsumi dans l'œuvre originale. C'est peut-être le seul point sur lequel on peut se poser la question d'une éventuelle amélioration de l'adaptation sur l'original, dans lequel un Tatsumi n'est qu'un ressort comique qui perd rapidement de sa saveur et qu'on oublie très vite une fois que l'action est lancée. J'en dirai un petit peu plus sur les quelques incohérences entourant ce personnage dans la partie spoiler. Pour le moment, je vous propose un rapide bilan de tout le reste, tout ce qui fait de cette adaptation une minable insulte à l'œuvre et aux gens payant une place de cinéma pour voir cette farce involontaire. Et je dois commencer par nommer deux personnes que j'ai envie d'appeler des incompétents, Matt Swecken et Josh Campbell,
qui sont les scénaristes initiaux de cette chose, sachant qu'ils ont ensuite été rejoints par Kyle Murray, sans doute appelés à la rescousse à mesure que certains ont peut-être pris conscience de l'ampleur du carnage. Alors je ne sais pas ce qu'elle a proposé quand elle est arrivée, mais de toute évidence, c'était tout aussi nul que le reste. Ce trio a tout simplement saisi de façon très précise tout ce qui fait l'essence des Chevaliers du Zodiaque. Ils ont isolé ces trésors inestimables pour soigneusement les effacer de leur adaptation. Ne reste donc qu'une carcasse grotesque, sans âme, animée de soubresauts qui n'appellent qu'à une réaction, un peu de miséricorde pour mettre à mort cette monstruosité. Je serai plus précis dans la partie spoiler, mais disons que les ressorts émotionnels essentiels ont été supprimés, ainsi que les ingrédients qui font toute la puissance mystique et mythologique de l'œuvre initiale. Pire, ces trois incompétents ont remplacé certains composants vitaux de l'œuvre par des inventions de leur cru, des inventions pitoyables, grotesques et sans le moindre début d'intérêt. Il faut quand même qu'on prenne conscience du niveau d'arrogance de ces scénaristes qui ont estimé, dans leur immense sagesse, qu'ils feraient mieux que l'œuvre originale en la charcutant et en y greffant leurs idées complètement nulles. C'est chose incroyable que le manque d'humilité de ces gens qui, au lieu de se mettre au service de l'adaptation d'une œuvre qui n'est pas devenue culte pour rien, vont se dire que leurs petites inventions de merde seraient parfaites pour remplacer le cœur et l'âme des Chevaliers du Zodiaque. Pour moi, c'est tout bonnement inconcevable. Cela implique un niveau de méconnaissance de l'œuvre, mais aussi d'incompétence totale à comprendre ce qui fait une bonne histoire, et ce, à tous les niveaux de production de ce film. Comment Sony a pu valider ça? Voilà une question qui dépasse mon entendement et qui prouve que l'incompétence qu'on retrouve parfois à tous les niveaux de la société n'épargne nullement l'industrie du cinéma, point sur lequel plus personne n'avait le moindre doute depuis longtemps, je vous l'accorde. Outre la compétence, il y a aussi une question de goût, ou plutôt d'absence de goût ici, qu'on retrouve dans le département des costumes, même si, là encore, tout n'est pas à mettre au même niveau, puisqu'on est confronté à un étrange mélange entre reproduction très fidèle de certains designs originaux et inventions plus ou moins grotesques. Avant d'en venir au spoiler, un mot quand même sur un point qui pourrait potentiellement être le plus douloureux pour certains d'entre vous, la musique. L'OST des Chevaliers du Zodiaque est un des chefs-d'œuvre du genre qui a transporté des millions de téléspectateurs vers des émotions parfois inédites, surtout lorsqu'une nostalgie à pleurer laissait place à l'épique le plus intense et vous frappait de plein fouet alors que vous aviez moins de 10 ans. Ce qui est à pleurer ici, c'est l'absence de ces musiques mythiques, ou pire encore que leur absence, la dilution de certains morceaux au point de les vider absolument de leur substance, comme si on transformait la chevauchée des Valkyries en musique d'ascenseur, mais très littéralement, je n'exagère pas. Je suppose qu'ils n'avaient pas les droits, je ne veux pas le savoir à la limite, tout ce que je sais c'est que la musique du film est pitoyable, là où celle du dessin animé est tout bonnement grandiose. Alors maintenant, si vous êtes pas encore liquéfié, je vous propose de passer au spoiler pour aller dans le détail de toutes les débilités dispensées par ce film, avec une générosité dont on se serait bien passé en l'occurrence. Nous voilà dans le monde merveilleux des spoilers. Je vais aller directement à l'essentiel, à l'aberration la plus énorme de cette adaptation écrite à 3 pieds. Pour moi, on a 2 ingrédients absolument essentiels à Saint Seiya. En fait, il y en a clairement plus, mais bon, identifions déjà ces 2 éléments vitaux. Le premier de ces ingrédients, c'est la camaraderie, la fraternité entre les Chevaliers de Bronze et le sens du sacrifice qui va avec. Alors bon, déjà, ok, je le reconnais, j'ai un petit peu résumé 3 ingrédients en un seul, mais jusque-là, vous suivez. Le second élément essentiel, c'est tout simplement l'aspect mystique, mythologique, qui s'appuie notamment sur un lieu totalement indispensable, à savoir le sanctuaire. Et oui, je pense que vous avez deviné, si vous n'avez pas vu le film, les 3 crétins de scénaristes ont supprimé ces 2 points vitaux de leur film à la con. Les répercussions sont désastreuses, d'autant plus quand on sait que, non content d'affaiblir la mystique du cosmos, ils lui ont en plus appliqué une approche pseudo-scientifique en mode midi-chlorien de Star Wars, à savoir une des pires idées de l'univers connu. Le film s'appelle Les Chevaliers du Zodiaque, mais il ne parle que de Seyar. Initialement, on peut se dire, bon, ok, c'est le héros, et il n'avait pas le temps de développer les autres, mais non. Non, non et non. Ils ont supprimé l'enfance dure partagée par ces personnages, les séparations déchirantes, puis les retrouvailles, supprimer tout le lien d'enfance entre les chevaliers,
Et entre les chevaliers et Saori, ou encore entre eux et Kido, c'est une incroyable bêtise scénaristique. Les scénaristes ont tenté de remplacer ça par des flashbacks d'enfance qui ne concernent que Seiya et sa sœur. Ah oui, au fait, Saori s'appelle Sienna dans cette adaptation, et la sœur de Seiya, Patricia, puisque tant qu'à faire de la merde, autant y aller à fond. Au lieu de nous adapter le premier tournoi et de l'émailler de souvenirs de l'enfance des chevaliers, on se retrouve avec un héros solitaire à la con qui n'a pas à dépasser son égocentrisme pour découvrir la fraternité des armes. Et donc le sanctuaire n'existe pas, le grand pop n'existe pas, et on peut drainer le cosmos en intraveineuse. Je veux dire, si on demandait à un fan moyen d'écrire la pire idée pour bousiller la licence, c'est potentiellement ce qu'il proposerait, en déconnant bien sûr. Mais eux, ils l'ont fait. Ici, on a 3 scénaristes professionnels qui ont réfléchi à la meilleure adaptation possible et qui ont fait ce choix en toute conscience. C'est complètement fou. Un mot sur Sienna qui devient Athéna, une des seules bonnes idées du film, prendre en compte la difficulté pour cette jeune femme de savoir qu'elle est la réincarnation d'une déesse et risque potentiellement de se perdre dans cette puissance et ce double divin. Évidemment, cette idée potentiellement intéressante a été massacrée dans le film par un traitement d'une platitude affligeante. Platitude qu'on retrouve aussi dans l'interprétation de l'actrice qui a 26 ans pour un rôle de 18 ans et à qui on a cru bon d'ajouter du maquillage qui l'éloigne encore plus du personnage et de l'intention à y trouver. Le seul autre chevalier du zodiaque du film, c'est donc le Phénix, un des énormes favoris de nombreux fans. Alors bien sûr, il ne s'appelle plus Ikki, mais Néron. Il a une boucle d'oreille pour montrer qu'il est un bad boy, et il a autant de raisons d'être méchant qu'une bouteille géante d'orangina rouge. Rendez-vous compte du niveau de ces gens. On a un Ikki aux origines mexicaines, sans histoire et sans chaîne. Le gars n'est pas manipulé par le sanctuaire ou le grand pop, qui n'existe pas de toute façon, il est juste méchant et il veut tuer les dieux. C'est donc les humains contre les dieux, mais par contre son armure sainte fonctionne sans problème, bien sûr. Pourquoi ? Parce que scénario bidon. Autre antagoniste, Cassios. Alors dans le rôle de Cassios, on aurait éventuellement pu penser à une montagne de muscles de 2 mètres et plus pour 150 kg, mais il se trouve être interprété par une version Wish de Dominique Pinon. S'inspirant des Chevaliers Noirs des premiers épisodes du dessin animé, les hommes de main de la méchante, inventés bien sûr, cette méchante, ces hommes de main ressemblent à des cyborgs en plastique sortis de Bioman. Alors c'est vrai, leur puissance est relativement bien retranscrite selon les scènes, mais leur look est dégueulasse. Cette méchante inventée, donc parlons-en, Famke Janssen, en ex de Kido et mère adoptive de Saori / Sienna. Le bébé lui a fait exploser les bras dans un rot de cosmos, et depuis elle s'abreuve de l'énergie vitale d'enfant potentiel chevalier pour survivre dans le but ultime de buter sa fille, parce que bon, vous voyez, elle va détruire la Terre, enfin sans doute, enfin peut-être, enfin de toute façon elle changera d'avis à la fin. Au point où il en est, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire combien le remplacement du faux grand pop par ce personnage nuit à toute la structure du récit. Pas la peine non plus de préciser que la notion de 7e sens ou autre reste totalement hors de portée de ces gens. Maintenant, pour rigoler un peu, passons en revue diverses inepties qui ne font que souligner l'absence totale de cohérence interne de ce foutage de gueule qu'on appelle film. Alman Kido consacre sa vie à protéger sa fille adoptive, mais pour gagner du temps, il décide de lancer une bombe super puissante sans se préoccuper de savoir si sa fille se trouve ou pas dans le rayon des faits. On me dira peut-être non, mais il sait qu'elle peut pas mourir sa fille puisque c'est Athéna, mais je doute fortement qu'il en ait la moindre certitude et encore moins l'envie d'essayer. Évidemment, Sean Bean meurt, ça c'est un passage obligé. Du côté des incohérences incroyables, on ne sait pas qui est le type qui travaille pour Kido et qui approche Seiya avant de tenter de combattre les sbires en noir et de se faire poutrer en un seul coup, comme s'il ne savait pas de qui il s'agissait, alors qu'il travaille pour Kido depuis un moment, je suppose. Et puis tout le monde se contrefout de sa disparition, et sinon on sait qu'il a peur des 1000 pattes, le seul usage du pouvoir de l'illusion du phénix de tout le film. Dans cette première confrontation contre les cyborgs en noir, Mylock utilise un fusil de la mort qui fait reculer les sbires genre 1 seconde, mais rien de plus. Quelques jours plus tard, en revanche, il fait perdre connaissance aux mêmes ennemis, mais avec son arme de poing, qui est forcément moins puissante que le fusil. Alors peut-être qu'il avait oublié de mettre ses balles perce armure dans son fusil, ou pas, on sait pas, ça n'a aucun sens. Un petit mot sur les armures quand même et leur design. La première fois que Seiya parvient à faire surgir la sienne, elle lui procure une tunique, un gratos en lin, très saillante, et elle prend une forme relativement proche du design initial
de l'animé. La fois suivante, quand il fait ressurgir son armure, et sans plus d'explication que ça pour les spectateurs, outre la supposition qu'il est devenu plus fort bien sûr, on passe à un design totalement différent, plus couvrant et assez moche. De toute façon, en résumé, les armures font toc, elles n'ont aucun intérêt visuel. Les dialogues sont plats, ennuyeux à mourir, et les pires sont les nombreux échanges entre Sienna et Seiya avec leur pseudo-attirance à 2 balles, et puis leur petit discours qui retombe complètement à plat, c'est insupportable, on s'ennuie. Enfin tout ça, tout ce film pour finir dans une scène qui vient plagier plus ou moins la fin du tristement célèbre X-Men 3 de Brett Ratner alors que Wolverine approchait de Jean Grey transformée en Dark Phoenix pour la tuer. Ici, Seiya approche de Sienna / Athéna et lui sert un petit discours mielleux qui sauve la Terre. Encore une fois, les combats sont loin d'être le pire ingrédient de ce film qui a été condamné dès l'écriture de son script indigent, pitoyable, abominable. Ah oui d'ailleurs, ça ne saigne pas ou très peu dans le film, alors que la violence de certains combats et les blessures subies par les chevaliers dans l'œuvre originale sont aussi des ingrédients consubstantiels aux propos sacrificiels. Pour une fois, je peux affirmer en toute quiétude que j'aurais fait nettement mieux, et c'est bien triste puisque je n'ai jamais écrit le scénario d'un long métrage ou même d'un court. Je vous rappelle que le financement participatif de Draconis, le jeu de rôle, n'attend plus que vous. Il vous reste quelques jours. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas perdre votre cosmos à la prochaine prise de sang. Et revoyez le dessin animé et les OAV. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!